Allez, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, on se retrouve pour ce petit live mercato bilan de fin de semaine. C'est le nouveau rendez-vous pendant cet été, avant que les matchs reprennent en août d'ailleurs, les premiers calendriers sont sortis. Je ne sais pas si vous avez vu ça, l'OM commencera sa saison par un déplacement à Rennes, première journée du week-end du 17 août. Donc voilà, il y avait déjà les matchs face au PSG en septembre et en février qui étaient sortis. Tout le calendrier est sorti, donc vous pouvez retrouver ça sur ligue1.fr et télécharger leur appli. Voilà, on ne parlera pas du calendrier aujourd'hui, on en parlera peut-être la semaine prochaine. On regardera ça un petit peu dans le détail. Là, c'est sorti trop tôt avant cette émission. Aujourd'hui, on est là bien sûr pour parler mercato. J'espère que vous avez la forme par rapport à ça. Vous avez toujours plein d'idées, je le sais. J'ai vu que Kit était là. Moinou est là aussi. Phoenix, Snally, merci. Bienvenue à toutes et à tous. Kit, je répondrai un petit peu à quelques questions, mais là, on est plus pour faire un point sur la semaine. J'ai aussi eu des retours de certaines personnes qui sont un peu moins spécialistes, parce qu'il y a beaucoup d'internautes qui nous suivent, qui connaissent bien le foot, qui connaissent bien euh, tous les joueurs, etc. Il y en a d'autres qui sont un peu plus novices et j'ai eu un retour en me disant ouais, tu devrais décrire un peu plus les joueurs pour ceux qui les connaissent pas, etc. Donc c'est ce que je vais faire, pas avec tous les joueurs bien sûr, mais là je vais plus particulièrement parler d'Evan Ndinka. La rumeur actuelle, c'est un dossier compliqué, on va expliquer pourquoi. Mais je vais vous refaire un petit peu le parcours, etc. Et j'ai aussi profité des très bonnes stats de Data Scout qui publie des petits graphiques sympas sur X, donc n'hésitez pas à suivre ce compte. Voilà, on va partager un petit peu tout ça. Je voudrais au passage remercier Eric Jedor qui s'est abonné avec Prime. Merci à toi. Pitch Shadow qui est toujours là, merci à toi. Cette vidéo est en live sur Twitch, mais elle est en replay sur YouTube. Donc si vous regardez cette vidéo en replay, likez s'il vous plaît cette émission et profitez. J'ai vu qu'il y avait un petit commentaire de Phoenix qui disait salut le football club de Manscaped, c'est sa spécialité. Manscaped, ça reste notre partenaire. Il y aura toujours un petit lien pour en profiter. On a toujours 20% et les frais de port offerts, donc n'hésitez pas. Allez, on va commencer tout de suite cette émission. Je vous l'ai dit, on va commencer par les potentielles arrivées. Et le premier dossier, c'est un dossier un petit peu chaud en ce moment. C'est le dossier Nika, défenseur central de l'AS Roma. Alors, je vais commencer par vous faire un petit peu le parcours rapido du joueur. Alors, il faut savoir déjà que c'est un joueur que l'OM suit depuis un petit moment. L'OM a déjà essayé de le faire signer, notamment avant qu'il signe à la Roma. Euh, il a signé en 2023 en provenance de Francfort. Il était libre, c'était une bonne affaire. L'OM était déjà intéressé par ce joueur qui a été formé en partie à la JOCR. Euh, International ivoirien, il a 1m92, donc joli petit gabarit. C'est un joueur de 25 ans, donc pour un défenseur central, c'est plutôt à force de l'âge. Il a été donc formé au CER, je le répète. Il a rejoint Francfort en 2018. C'est un transfert à peu près à 5 millions et quelques. Il est resté à Francfort de 2018 à 2023. La Roma l'a récupéré. Euh, et il a disputé 38 matchs de Serie A la saison dernière, plus 11 matchs en Europa League et 2 matchs en Coupe d'Italie, ce qui fait un total de 51 matchs. Donc il a fait une saison bien pleine. Notre ami Evan Ndika, ou Dika, Ndika comme Mbappé sûrement j'imagine, on ne prononce pas les premières lettres, la première lettre. C'est quand même un défenseur central qui a fait quand même un peu ses classes chez les jeunes français. Il a peu de sélections, mais il a quand même quelques sélections U16, U18, U19, U20, U21 français. Et maintenant, il a 19 sélections avec la Côte d'Ivoire. Il a choisi la Côte d'Ivoire. L'équipe A, la Côte d'Ivoire, c'est un défenseur central gaucher et qui est surtout gaucher aussi. Il peut jouer à droite, mais c'est un défenseur central gauche. Voilà pour le profil de Ndinka. Alors, maintenant, pour situer un petit peu ce dossier, c'était une info de Di Marzio, qui a pas mal de bonnes infos en Italie. Au début, ça parlait d'un échange. C'était de l'argent. L'OM proposait de l'argent plus Ismaël Koné, qui serait visé par l'AS Roma, pour récupérer Ntinka. Ensuite, Di Marzio a expliqué
que le joueur, que la Roma ne voulait pas forcément le laisser partir. Donc c'était un dossier un peu au point mort, c'est un peu compliqué parce qu'ils veulent pas mal d'argent. De plus, il y a le transfert, mais il y a aussi, c'est quand même un joueur qui a un salaire assez conséquent. Il n'est pas venu à la Roma pour rien, vu qu'il était libre, il a pu négocier un salaire sympa. Alors reste à savoir si dans le salaire il y a aussi la prime à la signature qui est lissée, il y a toujours ce genre de choses. Dernière info d'Alfredo Pedula, encore un journaliste italien, qui explique que euh, la Roma veut 25 millions d'euros dans ce dossier, plus des bonus. Quitte, tu nous parles de 4 millions net, parce qu'en Italie on parle toujours en net, donc tu multiplies à peu près, grossièrement, si on le fait à la louche, par 2, ça te fait du 8 millions net par an. Si c'est le cas, c'est quand même plutôt conséquent. Alors là c'est à la louche, hein. C'est pour donner d'ordre d'idée, parce que le brut, le net, c'est pas si précis que ça. Enfin, c'est pas si grossier que ça, pardon, plutôt. Si on fait le calcul rapidement, pour éviter de perdre trop de temps, ça fait environ plus de 600 000 euros par mois en brut français. Donc ça serait un gros salaire. Est-ce que le joueur est prêt à faire un effort? Je ne sais pas si ce salaire-là, il n'y a pas la prime déjà qui est lissée dedans. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier de ce genre d'informations. Les salaires, on ne sait pas totalement les primes, etc. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc pour finir sur ce dossier, Ndinka, c'est quand même un beau profil. C'est un très bon défenseur central, solide. Ça peut être intéressant avec Balerdi en tout cas. Maintenant, le petit détail qui est. Oui, voilà, si on est précis, et Pichado est précis sur ce genre de choses, ça fait 5,6 millions d'euros brut hors charge patronale. Voilà, pour être précis. Euh, non, ce qui est important à savoir, c'est que la Roma a besoin d'équilibrer ses comptes avant le 30 juin. On est le 27, donc c'est dans très peu de temps. Et pour ce faire, ils doivent vendre. Alors, il n'y a pas que Ndinka, c'est pas leur priorité. C'est plutôt un joueur qu'ils espéraient conserver ou le vendre très cher. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à vendre un autre joueur, l'OM aura un pouvoir de pression important sur la Roma pour essayer de récupérer Ndika. C'est un petit peu le jeu de dupe qu'il peut y avoir, quoi. Ndika, ou Dika, c'est un joueur vraiment intéressant. Maintenant, est-ce que l'OM va pouvoir le concrétiser? C'est ce qu'on va devoir suivre. Dans les prochains jours, ça peut se jouer dans les prochains jours. Petit détail, je voulais remercier nos amis de Datascout. Ils publient toujours des choses plutôt intéressantes, avec des graphiques plutôt sympas. Donc je leur fais un petit coup de pub, et puis vu que j'utilise quand même leur visuel. Ndika, c'est quand même un joueur plutôt, plutôt sympa. Vous voyez, là, il y a plein de statistiques. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Euh, Défenseur central, on voit la heatmap, là on voit bien l'activité. Donc le défenseur central gaucher qui est bien à gauche et qui n'hésite pas quand même à sortir un petit peu, euh, à monter un petit peu. Et bien sûr quelques présences dans la surface sur les coups de pied arrêtés. Ça aussi, ça peut être un argument intéressant avec son profil, ce grand gabarit. Euh, on voit que il a quand même pas mal de qualité comparé à d'autres joueurs. Valeur marchande de 30 millions d'euros, donc là on parle plus de 25 avec des bonus. À voir si l'OM veut aller jusque-là. Mais c'est un dossier en tout cas très très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que le cas Ndika, ça vous branche? Est-ce que ce dossier, il faut vraiment faire all-in sur lui, ou on pourrait attendre un peu? Il y a d'autres dossiers aussi sur le feu. On sait qu'il y a Aguerd qui est une possibilité. On en parlera tout à l'heure des dossiers en défense centrale. Quitte, tu nous précises que Dika est aussi champion d'Afrique en titre. C'est un titre qu'on ne doit pas oublier. Donc dites-moi si ça vous intéresse. J'en veux pas. En commentaire aussi de cette vidéo. Moi j'en veux. Maintenant, reste à savoir combien ça peut coûter. Et je vous l'ai dit, euh, j'aime bien aussi Aguerd, mais ces deux profils-là sont différents.
mais j'aime bien ces deux joueurs en tout cas. Et on se retrouve toujours dans ces zones 20-25 millions d'euros. On est sur des zones de transfert à peu près équivalentes. Pichado, tu nous dis perso, si Ndika c'est la grosse recrue de la saison, ça me va. Voilà, donc ça c'est clair. De suite, on le signe pour Sevenol. Voilà, donc vous êtes plutôt positif là comme ça de prime abord. À voir maintenant comment ça peut évoluer. Allez, on va enchaîner avec un deuxième dossier. Là, c'est plus un dossier offensif. C'est Hamza Igaman, un jeune attaquant marocain. On en a déjà parlé précédemment. Euh, RMC a confirmé les infos de notre ami Hakim des Lions de l'Atlas, qui disait que l'OM était dans le coup. Mais c'est le LOSC qui en avance dans ce dossier. Le LOSC aurait déjà trouvé un accord avec le joueur pour un contrat. Reste maintenant à trouver un accord avec les Rangers qui font monter les enchères. En tout cas, l'OM est vraiment dans le coup. L'OM s'intéresse à ce joueur. C'est vraiment un joueur aussi intéressant euh, pour faire les doublures. Alors là, c'est aussi dans le cas, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Si tu te positionnes sur un attaquant comme ça, qui est talentueux et qui sort d'une saison plutôt intéressante avec les Glasgow Rangers, c'est que tu vas peut-être sortir Mopé et ou Mumbagna. Donc on en est là. On va faire un petit peu le parcours de d'Hamza Igaman. Donc je le rappelle, attaquant de pointe qui peut aussi jouer sur les côtés. Il a dépanné à gauche aussi en une partie de la saison avec les Glasgow Rangers. Joueur d'1m80, un attaquant qui a été formé à Rabat, qui a rejoint les Glasgow Rangers l'été dernier pour seulement 2,40 millions d'euros. Donc pas grand-chose, ils en veulent aujourd'hui au moins 40. Il a une sélection avec les A du Maroc, il en a 6 avec les U23 et 2 buts avec les U23. Voilà, c'est un jeune joueur plutôt intéressant. Il y a une petite réaction de Adil Rami quand il a regardé un peu le profil en vidéo de l'attaquant qu'il a trouvé plutôt intéressant. Après, c'est des montages vidéo, il faut toujours se méfier. Mais des retours que j'ai eus, d'Hakim notamment, c'est vraiment un jeune joueur avec un fort potentiel. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir, si vous ne l'avez pas lu, l'article sur Football Club de Marseille, l'avis d'un spécialiste, c'est Hakim en l'occurrence, qui nous parle de son profil. Il a joué 29 matchs en première ligue, en première division, ses premières chips écossaises. Il a marqué 11 buts et fait une passe D. Et en fait, en tout, toute compétition confondue, avec l'Europa League et compagnie, et la coupe, il est à 46 matchs, 16 buts et 3 passes D sur la saison. Plutôt pas mal pour un attaquant de 22 ans. Euh, j'ai aussi un petit graphique de nos amis de Datascout. Alors, c'est un dossier compliqué parce que Lille est très chaud dessus. Comme je vous le disais, Lille a un accord a priori verbal avec le joueur. Même si Lille est sur Giroud, Giroud a priori il a plus les jambes pour jouer à l'intégralité des matchs. Donc il ferait un duo Giroud-Ingaman pour avoir deux joueurs différents, un très jeune et un sur la fin, mais qui pourra apporter toute son expérience. Donc l'OM semble pas favori dans ce dossier. Pour autant, voilà, c'est pas terminé. Et puis l'OM pourrait tenter de le récupérer avant qu'il signe au LOSC. Mais ça voudrait dire qu'ils ont prévu de sortir un des attaquants, voire les deux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, je vous montre le petit graphique de nos amis de Datascout, toujours très intéressant. Et là, ils font un comparatif. C'est pour voir les qualités. Et la complémentarité, du coup, ça pourrait être d'avoir ce duo-là en attaque avec Guiri. Euh, voilà ce qu'ils disaient de Tascout. Igaman en double de Guiri, voilà qu'est-ce que ça donne. Et c'est intéressant parce qu'on voit bien les qualités sont pas les mêmes. Bon, ça reste des statistiques, hein, ça ne révèle pas totalement le niveau des joueurs. Euh, on a vu Guiri que c'est facilement adapté à l'OM, il se nourrit de cette ambiance, etc. À voir si Igaman peut, par exemple, tout de suite trouver sa place et ne pas subir la pression. On voit que c'est un joueur qui tente beaucoup de frappes, beaucoup de vitesse, beaucoup d'accélération. Alors que notre ami Gouiri, il court plus, peut-être qu'il fait moins de courses, il gère peut-être mieux ses courses, etc. En tout cas, voilà, c'est intéressant de voir ce comparatif entre les deux joueurs qui pourraient être vraiment complémentaires. Tu te retrouves avec quand même deux joueurs assez jeunes,
25 et 22 ans. Je trouvais ça intéressant de vous proposer toujours ces petites stats de data scout qui sont vraiment très intéressants. Alors, Igaman, c'est pareil, je vous pose toujours la même question. Euh, j'en veux pas. Moi perso, j'en veux. Sortir Mopé pour le remplacer par Igaman, je trouve ça plutôt intéressant. Sevenold, tu nous dis Igaman, la pression, il connaît en Écosse. Ah, il connaît l'Écosse, c'est un vrai championnat de passionnés. Après, il faut voir, Marseille, c'est quand même pas les Glasgow non plus. Euh, et effectivement, en termes de championnat, c'est pas le même niveau. Ça, c'est clair. Maintenant, si tu recrutes un mec comme Igaman, tu le recrutes pas pour être le titulaire indiscutable. C'est plutôt une doublure. Donc, il va arriver avec moins de pression. Donc, ça, je trouve ça intéressant d'avoir ce profil-là comme doublure, joueur de 22 ans qui peut progresser, qui peut avoir le temps aussi de prendre ses marques dans un nouveau championnat qui sera plus compétitif et plus compliqué pour lui, évidemment. Donc ça, c'est intéressant. Xaveren, tu nous dis, ça serait bon pour la concurrence avec Boury, j'en veux. Donc Igaman, validé par l'ami Xaveren. Dites-moi en commentaire aussi si vous voulez de notre ami Igaman. J'ai vu passer un commentaire sur la taille. Je sais plus où c'était ça. On parlait d'un attaquant peut-être d'1 m 90, plutôt encore plus grand. On parle de la CAN aussi. Kit, tu as raison de remettre les dates. C'est du 21 décembre 2025. Donc jusqu'au 18 janvier pour la finale 2026. Beaucoup moins de conséquences que d'habitude. Tous les joueurs d'ailleurs qui partiront à la CAN, c'était une évidence que je vais dire, mais c'est toujours bon de le rappeler, ne seront pas en finale, donc ne rentreront pas le 18. Après, il y a souvent quand même une petite semaine de vacances avant le retour, mais c'est moins impactant que d'habitude. En tout cas, il faut quand même le rappeler. Ça, c'est intéressant de le dire. Alors, Igaban, profil plutôt intéressant. Moi, je suis plutôt favorable à la place de l'ami Mopé. Allez, on va passer à un troisième profil. C'est un troisième profil, mais c'est plutôt un petit point défenseur central. Défenseur centraux, en l'occurrence, parce qu'il y en a plusieurs. On va parler des défenseurs centraux et l'équipe a fait un point là-dessus. C'était hier ou avant-hier, je sais plus. On a parlé de plusieurs défenseurs. Alors, je vous mets comme image Sikou Niakate, le défenseur de Braga. On le disait, ça peut être une doublure intéressante au poste de défenseur central gauche. C'est un joueur qui est donc pardon, excusez-moi, qui est au Portugal, qui est à Braga, je le disais. Jeune joueur, enfin jeune joueur à ce poste-là de défenseur, 25 ans. C'est comme Ndika dont on parlait tout à l'heure. C'est un joueur qui a fait un peu toutes ses classes en France. Il a d'ailleurs été international U19, U20. Il a finalement choisi le Mali avec la sélection avec laquelle il a 12 sélections. Joueur qui est passé par la formation du PSG, qui est passé par Évreux, Valenciennes, Guingamp, Metz. euh, Puis il a rejoint Braga en prêt en 2022 avant d'être définitivement transféré en 2023 en provenance de Guingamp. Euh, il a participé à 38 matchs, toutes compétitions confondues la saison dernière, dont 24 en Liga portugaise. Voilà, c'est un défenseur central gaucher. Je pense que c'est clairement une piste pour remplacer Cornelius. On le verra tout à l'heure, qui est a priori sur le départ. C'est moins expérimenté, mais voilà. Tu renouvelles, tu vas prendre un gros défenseur central à gauche. Donc on parle de Aguerd, donc je vais refaire la liste. Il y a Medina qui peut aussi occuper le poste de latéral, on le voit avec l'Argentine. Donc il y a Medina, il y a Aguerd, il y a aussi la rumeur Badiachil comme une solution moins onéreuse dans le cadre d'un prêt, j'imagine plutôt. Et donc Sikou Niakate, international malien, plus pour remplacer Cornelius, je le dis, dans un rôle de doublure. Ça, c'était les noms un peu validés par l'équipe, auxquels on a rajouté Dika, même si c'est un dossier aussi très compliqué. L'OM veut un titulaire à ce poste-là, donc ça peut être Dika, ça peut être Aguerd, ça peut être Medina, mais cherche aussi un remplaçant, car Cornelius pourrait quitter le club, on en parlera tout à l'heure, et Niakate pourra avoir ce profil-là, avec aussi une possibilité de rentrer en concurrence pour essayer de gagner sa place. L'équipe peut valider aussi les dossiers, enfin,
pas validé, ça veut pas dire que c'est fait, mais l'OM s'est intéressé à Mingueza et à Ben Sebaini, ça c'est plutôt pour les couloirs, c'est pas les défenseurs centraux. Voilà. En défense, en tout cas, il y a beaucoup de monde, beaucoup de noms. Maintenant, il va falloir que l'OM concrétise. Je vois que certains sont comme Sevenol qui sont pas emballés par Aguerd. Moi, j'aime bien Aguerd. Je trouve ça plutôt intéressant. À voir sur qui l'OM va réussir, sur quel joueur l'OM va réussir à concrétiser ses envies, quoi. C'est un petit peu la question qu'on se pose. En tout cas, il y a plusieurs noms. Je pense que la piste chaude d'Ika va être compliquée, mais ça peut se jouer dans les prochains jours. Je vous le disais, la Roma a besoin d'argent. Allez, on va continuer notre petit tour des arrivées potentielles et on va terminer par un dossier qui paraît déjà un peu, pas compromis, mais qui n'est plus trop dans a priori d'actualité. Voilà, c'est le jeune Johan Bakayoko. Donc là, on est sur de l'ailier. Là, on est sur de l'ailier. Ça ressemblait plus à de l'ailier pour jouer les doublures de notre ami Greenwood, parce que c'est un ailier droit belge qui joue lui aussi euh, au PSV. Beaucoup d'ailiers au PSV qui sont courtisés. Je vous refais un petit peu son profil. Bakayoko, Johan Bakayoko, donc 22 ans, très jeune, 1m79, ailier droit, donc gaucher qui joue à droite, qui repique avec son pied gauche. Sous contrat avec le PSV Eindhoven pendant encore un an, 2026 seulement, c'est pour ça que son départ est annoncé cet été. Il compte quand même 18 sélections avec la Belgique et il a fait toutes ses classes chez les jeunes Belges. Joueur passé par Bruges, passé par Anderlecht, puis il avait rejoint le PSV très tôt, où il avait joué avec les U17 du PSV, etc. Il a gravi les échelons avant de commencer avec l'équipe première. Il a participé à 30 matchs d'Eurodivisie la saison dernière, 9 buts en Eurodivisie et un total de 47 matchs, toutes compétitions confondues pour 12 buts et 3 passes D. Voilà, jeune joueur plutôt explosif. A priori, c'est pas forcément un dossier ultra chaud, c'est un nom qui a été sorti. L'OM s'est effectivement intéressé à son profil. Là, ce qui se dit plutôt, dont le journaliste Sacha Tavolieri, je vais y arriver, c'est que c'est pas un dossier chaud, c'est que l'OM s'y est intéressé mais n'est pas forcément encore très actif sur ce dossier, d'autant que le joueur est annoncé en première ligue. Donc ça complique un petit peu ce dossier. Voilà, à voir. Je pense pas que ça soit une priorité pour l'OM. Moi, je le vois plutôt comme ça. Euh, Là, c'est vraiment une possibilité de marché. L'OM a besoin de trouver une doublure à notre ami Greenwood. Est-ce que le club va vraiment passer à l'action? C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, moi, je pense que c'est pas une priorité. Là, les priorités, on va en parler juste après, c'est de garder les cadres de l'année dernière, et c'est surtout de renforcer la défense. Et s'il y a bien un ailier à recruter, ce sera plutôt un ailier gauche en priorité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas un ailier droit, mais c'est pas la priorité absolue. Il y a d'abord un poste de titulaire à aller chercher à gauche. Voilà nos amis Datascout encore qui sortent des graphiques un peu sympas. Donc on rappelle un petit peu toutes les infos. On voyait, moi ce que je trouve hyper intéressant surtout sur ces petits graphiques, c'est la heatmap. Donc on voit vraiment l'ailier droit qui est vraiment dans son couloir, qui colle bien sa ligne et qui repique. On voit bien autour de la surface. Beaucoup de repiquage au centre avant l'entrée de la surface pour frapper avec son pied gauche. Plutôt un profil intéressant. Je vous montre un dernier petit graphique de nos amis toujours de Datascout. C'est la comparaison avec Greenwood. Je trouve ça plutôt pas mal aussi de voir les qualités. Donc on voit bien que Greenwood, en termes de but et de tir, c'est largement au-dessus. Par contre, on voit bien que le jeune Johan Bakayoko, lui, il court plus, avec des courses plus poussées, etc. Donc c'est un ailier qui court davantage. Donc profil plutôt intéressant. Après, voilà, j'ai peur que ça coûte très cher
pour un rôle de remplaçant. En plus, même s'il lui reste qu'un an de contrat, s'il y a la première ligue dans le coup, c'est toujours plus compliqué. En tout cas, on verra comment ça évolue. Voilà, j'ai fait un peu le tour des plus grosses rumeurs. Côté arrivée, il y en a eu d'autres, hein, mais là c'est vraiment les plus grosses. Je vois qui me parle, Sacha Boy c'est mort. Je sais pas si c'est mort, mais en tout cas on n'en parle pas beaucoup. On en parle plus pour un retour en Turquie qu'une arrivée à l'OM. Qu'est-ce que j'avais vu encore comme nom? Euh, qui tu demandais, est-ce qu'on a suivi Jonathan Rowe et CJ Riley à l'Euro? Je peux juste te dire qu'il joue pas beaucoup, que Riley est sur le banc et que Rowe rentre 10-15 minutes selon les matchs. Voilà. Si vous avez d'autres questions, éventuellement, je pourrais toujours regarder ça sur la fin de cette émission, mais on va plutôt parler des potentiels départs ou non. C'est aussi ça l'autre partie de cette émission. On a fait les potentiels arrivées. On va faire les potentiels départs ou non. Je l'ai appelé comme ça parce que les infos, c'est aussi que l'OM ne veut pas entendre parler de certains départs. Et ça commence effectivement par Greenwood. On avait déjà eu l'info que l'OM ne voulait pas entendre parler d'un départ de Balerdi, déclaré limite intransférable. Il y avait un article sur RMC qui évoquait les propos d'un membre de la direction olympienne qui disait mais Balerdi même à 40 millions d'euros ça on discute pas. Greenwood c'est la même chose. L'OM ne veut pas entendre parler d'un départ de Greenwood. Il y a eu plusieurs infos dans ce sens-là de plusieurs médias, de gros médias français. Voilà, l'OM veut garder Greenwood. Je pense que c'est un bon choix, évidemment. Si tu fais une saison Ligue des Champions, tu as réussi à garder ton coach, il faut que tu gardes tes joueurs majeurs. Donc Balerdi, Greenwood, c'est deux joueurs majeurs, il faut les garder. On parle aussi bien sûr d'Heubière qui ne bougera pas. On parle de Gouiri, on parle de Rouli, ça c'est des joueurs qui ne bougeront pas. Il y a toujours un petit doute concernant Rabiot, mais globalement le club est quand même assez optimiste et confiant. Donc Rabiot devrait faire une deuxième saison à l'OM. Voilà, donc cette ossature-là, elle va rester. Il y a plus d'interrogations sur des joueurs importants, mais comme Rongier, etc., où on ne sait pas trop, il lui reste plus qu'un an de contrat, ça avance pas trop sur une possible prolongation, donc il y a plus de doutes là-dessus. Mais par contre, sur tous les noms que je vous ai dit, donc Rouli, Balerdi, Murillo dans une moindre mesure, Højbjerg, Rabiot, Greenwood, Guiri, ça c'est la base de l'année prochaine donc de la saison prochaine. Donc ça ne bouge pas et ça ne bougera pas. Voilà, donc ça c'est ce que le club veut faire. Par contre, il y a d'autres cas qui sont différents et qui pourraient vraiment bouger. Ça c'est le cas bien sûr de notre ami Paul Lirola. Paul Lirola qui, selon l'équipe, pourrait sortir. Je vous rappelle quand même que Paul Lirola était revenu de près, que on l'a vu par moment, il a pas fait que des mauvaises rentrées, il a fait quelques matchs étonnants, il a même parfois joué troisième central à droite, ce qui était quand même très particulier, il a été en difficulté défensive, hein, ça c'est sûr. Il a aussi fait des rentrées au poste de piston droit ou piston gauche, il a fait quelques matchs la saison dernière, donc je rappelle que Paul Lirola, il a 27 ans, il a encore un an de contrat avec l'OM et il a participé à 19 matchs de Ligue 1 quand même la saison dernière, rarement titulaire, mais il a quand même participé à 19 matchs. Et voilà, il est annoncé possiblement en Liga. C'est une interrogation qu'on peut se poser. Je rappelle qu'il est passé par chez les jeunes de la Juventus, Sassuolo, la Fiorentina. Il a débarqué à l'OM, puis il a été prêté à Elche, à Frosinone. Voilà, il est de retour à l'OM et peut-être que ça sera le départ final pour notre ami Lirola. Je ne vais même pas vous poser la question. Je pense que tout le monde se dit bon, Lirola c'est bon, on a vu. Comme dit Sedli, on dirait qu'il a 32 ans Lirola. Il n'a que 27 ans Lirola. Il est pas si âgé que ça. Comme dit Kit, il n'a fait que des bons matchs il n'a fait que des bons matchs que face à Lyon. C'est vrai. Pour résumer un peu sa saison, c'est un peu ça. Je suis d'accord avec toi, Kit. Donc Lirola, clairement, on n'en veut plus. Enfin, moi c'est mon cas, j'en veux plus.
Merci Paul, tu nous as fait rêver 6 mois lors de ton premier prêt. L'OM a ensuite déboursé 13 millions d'euros et ça a été compliqué par la suite. Je pense qu'il faut arrêter là. Pas assez solide, pas assez solide pour moi, pour l'OM. Allez, autre cas, euh, c'est Merlin, c'est de l'autre côté là. C'est de l'autre côté, c'est Merlin, c'est un joueur qui vient de participer à l'Euro Espoir avec les Français, sorti en demi-finale par l'Allemagne. Je ne sais pas si vous avez vu ces matchs-là. Moi, autant je regarde pas la Coupe du Monde des clubs, ça m'intéresse sans plus. Mais j'ai regardé quand même deux trois matchs des Espoirs. Et je dois confier que, franchement, plutôt bon le Quentin Merlin. J'ai trouvé vraiment intéressant, brassard de capitaine. Il a un peu pris ce rôle de ce leadership et j'ai trouvé plutôt à prendre des initiatives, un petit peu comme on l'avait vu en début de saison sous des Derby où il est latéral gauche, mais il monte beaucoup, il s'intègre beaucoup au milieu de terrain. Il essaye un petit peu d'organiser le jeu. C'était plutôt intéressant, franchement. Bon, face à l'Allemagne, ça a été compliqué. Défense centrale assez catastrophique. Franchement, tu peux pas gagner des matchs en donnant des buts comme ça. Donc, ils se sont un peu sabordés eux-mêmes. Mais Merlin fait globalement un bon Euro espoir. Et ça, c'est intéressant. Et du coup, c'est toujours la question qu'on se pose. Moi, je suis pour recruter un latéral gauche titulaire. Pour autant, sauf si tu as vraiment une énorme offre, enfin une belle offre en tout cas, de première ligue ou je ne sais où, Merlin, je le garderai en backup. Parce que c'est des grosses saisons. Quand tu as la Ligue des Champions, tu as besoin d'avoir des remplaçants solides. Pour moi, notre ami Garcia, c'est pas assez solide. Et ça éviterait de recruter deux joueurs. Là, tu as quand même un jeune joueur qui a fait des débuts moyens avec l'OM. C'est pas catastrophique, mais c'est pas suffisant, on va dire. Il a que 23 ans, notre ami Quentin Merlin. Il a encore un contrat jusqu'en 2028, donc il a encore 3 ans de contrat. Moi, je le garderai encore une saison pour voir ce que ça peut donner. Joueur qui a débarqué de Nantes pour 10 millions d'euros en janvier 2024. Il est quand même à 18 sélections avec les U21 français. Voilà. Latéral gauche, je pense qu'il peut progresser et qu'il peut correspondre à ce que peut attendre des Herbie. Si tu pars sur l'état d'esprit, on en parlait tout à l'heure, de recruter un Medina pour éventuellement le faire jouer latéral gauche sur des gros matchs pour un peu plus fermer ce couloir, mettre un peu plus de densité physique, ça peut être intéressant. Et tu as sur le banc un Merlin qui a un profil beaucoup plus offensif, où tu peux un peu changer de système ou d'animation en tout cas, de jeu grâce à un profil différent. Moi je trouve ça intéressant. Dites-moi si vous en voulez plus. Moi, Merlin, j'en veux encore. Sauf forcément si t'as 20 millions d'euros qui arrivent sur la table en provenance de, de Première Ligue, on réfléchira. Mais là, de base, moi j'en veux. Je trouve ça plutôt intéressant de garder Merlin comme remplaçant, en tout cas. Voilà. Dernier petit dossier, c'est le dossier Cornelius. Derek Cornelius, international canadien. Euh, Première saison compliquée, on va pas se mentir. Pas un mauvais joueur. Pas du tout un mauvais joueur. Il a des qualités, mais je ne suis pas sûr que ces qualités correspondent euh, à à ce dont a besoin l'OM de Deserbi. Cornelius, c'est un peu plus d'expérience, c'est 27 ans, c'est l'âge que Lirola d'ailleurs. Joueur d'un mètre 87 qui est arrivé en provenance de Malmö en Suède. Il était déjà passé par l'Allemagne, donc l'Europe avant, c'est un international canadien qui compte quand même 33 sélections avec le Canada. Lui aussi, il a quand même un contrat longue durée jusqu'en 2028 et il a participé à 21 matchs de Ligue 1 la saison dernière avec l'OM. Cornelius, ça parle, en tout cas selon selon RMC, ça parle d'un départ à 5-6 millions d'euros. L'OM l'avait payé 4, c'est histoire de rentabiliser un petit peu sa venue. Moi, clairement, comme je le disais tout à l'heure, si tu vas chercher un joueur plus jeune, comme Sikou Niakate, avec un profil peut-être plus rapide surtout, euh, j'en veux plus. Moi, je le laisse partir. Je pense que c'est un défenseur central qui a des qualités, mais qui est plus adapté peut-être à une équipe qui va jouer un peu plus bas, où il va y avoir moins d'espace à couvrir. Il est mal à l'aise dans ce genre de situation.
Donc moi je le laisse partir. Notre ami Cornelius, je le retiens pas. Euh, sans dire pour autant que c'est une catastrophe, hein, mais c'est insuffisant pour moi et ouais, je dis stop. Merci, merci Derek. Merci, au revoir, tout simplement. Allez, dernier petit jeu, il faut que je le mette en place. Je vais rajouter le, la petite compo euh, pour avec d'éventuels recrues. Alors, c'est du football fiction, hein. Attention, on s'emballe pas, on voit pas ça comme de la réalité. C'est du football fiction, c'est pour rigoler un petit peu. Euh, voilà, je vous ai fait une compo toujours sur line-up avec des joueurs qui appartiennent au club, la majorité d'ailleurs. J'ai Rouli dans les buts, j'ai mis Murillo à droite, Balerdi. J'ai rajouté l'éventualité d'Ika. Attention, c'est loin d'être fait. Pas d'emballement, je dis pas que c'est fait. C'est juste là sur des rumeurs. J'ai mis deux joueurs rumeurs et Ben Sebaini à gauche. C'est aussi une solution dans le couloir. Je remets doublette au milieu, Højbjerg, Rabiot, mettant Rabiot à gauche en inversant parce que notre ami Deserbi aimait bien les inverser avec les pieds inversés. Là, je le fais en 4-2-3-1 ou en 4-2-1-3 plus précisément, avec Angel Gomez. Ça, c'est une recrue officielle, donc lui, il y est, on peut le mettre. En 10, Greenwood, son compatriote, à droite, Gouiri à gauche, et là, ouais, j'ai mis personne. Pourquoi? Parce que Noah Lang, ça se dirige vers Naples, que Pechao, c'est beaucoup trop cher et que ça devrait filer en première ligue, et que Perisic, il va a priori prolonger au PSV. Donc on ne sait pas encore quel sera notre ailier gauche. Alors j'aurais pu mettre Rowe en attendant, mais j'ai préféré le laisser libre parce que pour moi c'est vraiment un recrutement qui doit être fait. Rowe, pour moi, n'est pas encore assez solide pour débuter titulaire. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce petit 11. Euh, J'aurais pu mettre Medina à la place de Ben Sebaini ou Dika, j'aurais pu mettre Aguerd. Voilà, on peut s'amuser. Euh, les pecs, tu nous dis. Par contre, Murillo, je suis pas sûr qu'il soit titulaire. Je pense qu'on va chercher un numéro 1 bis pour le concurrencer, mais je suis complètement d'accord avec toi. Murillo, dans ce système de jeu, autant je le trouve bon dans une défense à 3, autant dans une défense comme ça à 4, je suis pas sûr que ça soit l'idéal. Il y a l'ami Pierre Gerbeau qui me parlait de ses prestations avec le Panama, où il joue piston droit et il campe un peu devant. Donc c'est quand même, même si c'est un joueur qui a pas mal progressé sous des Deserbi dans l'aspect défensif, parce que c'est un joueur assez costaud, avant tout c'est un joueur offensif, hein, Murillo. C'est un piston très offensif, donc j'aurais pu mettre Medina, ouais, j'ai mis Ben Sebaini, voilà. J'aurais pu mettre Medina à la place de Ben Sebaini ou Dika, c'était au choix. Euh, Aucun de ces joueurs-là, de toute façon, n'a signé. Que ce soit Medina, Ben Sebaini ou Dika, c'est du football fiction, du mercato fiction, pardon. Donc ce n'est pas fait encore. Ouais, alors on me propose Callum Hudson-Odoi au poste d'ailier gauche. Ouais, moi, j'aimerais bien vraiment un vrai pendant de Greenwood de l'autre côté, un ailier qui percute mais qui marque aussi des buts. Ça peut être intéressant. Allez, je pense qu'on a fait grossièrement le tour. Il y aurait encore quelques petites rumeurs et machin, mais on essaie d'épurer un peu. C'est mieux quand même. Merci en tout cas d'avoir participé à ce live. J'espère que ça vous a plu. J'essaie de mettre un petit peu plus de visuels, un petit peu plus de stats. N'hésitez pas à me laisser des commentaires aussi par rapport à ça, si vous avez des idées de choses que je pourrais améliorer sur ces petites vidéos bilan de fin de semaine. Donc tous les vendredis à 13h, c'est le rendez-vous. On fait un petit 40-45 minutes. Et voilà, je vous donne rendez-vous lundi, apéro mercato, ça sera encore en extérieur. L'apéro mercato, c'est tous les lundis, donc n'hésitez pas euh, à, à vous connecter à Football Club Marseille, restez connecté avec vous. On va regarder ce calendrier avec attention. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on connaît les deux dates, on connaît tout le calendrier. Ça commence par un déplacement à Rennes cette saison. Ça sera le week-end du 17 août. On va regarder ce détail-là et on va vous proposer un article bien sûr sur footballclubdemarseille.fr. Apéro Mercato, lundi 17h30. Débat Fac Marseille en direct sur cette chaîne Twitch et en replay sur YouTube aussi. Ça sera mardi et on verra s'il y a un petit live Mercato entre temps. En tout cas, il y aura ce live-là vendredi prochain. Allez, je m'arrête là. Je parle beaucoup, je suis un peu trop bavard.
Je vous remercie une dernière fois en tout cas. Je vous dis à très très bientôt. Je lance ce générique qui n'est pas prêt, mais je le mets comme ça. Allez, c'est parti. Ciao.